Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Pour ce 8e numéro de notre émission En toute vérité, nous sommes à l'Assemblée nationale, place du Palais Bourbon, où nous reçoit le député François Longue, député du Parti socialiste. Avec lui, nous allons échanger sur un certain nombre de sujets concernant l'Afrique, mais aussi parler un peu du Moyen-Orient et surtout de son parti politique, le Parti socialiste. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans votre excellent local. Merci pour votre fidélité à l'Afrique que vous ne cessez de suivre. Merci beaucoup. Nous allons aborder avec vous un certain nombre de sujets, mais parler particulièrement de l'Afrique. Et tout de suite, pour commencer cet entretien, on va parler du Parti socialiste. Les sondages se suivent, se ressemblent, et on a comme le sentiment que le Parti socialiste est en train de tomber de l'estime des Français. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le Parti socialiste a vécu 2 années très difficiles. Les années d'exercice du pouvoir, les 2 premières années du quinquennat de François Hollande. Il y a maintenant une période nouvelle. Il y a un nouveau premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, qui a pris les choses en main, qui a décidé d'états généraux du Parti socialiste qui se dérouleront à la fin de l'année. Et il y a aussi, vous l'avez évidemment constaté, un nouveau gouvernement dirigé par Manuel Valls avec une équipe solide. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ça va aller mieux dans les mois qui viennent et que les Français vont se rendre compte que le gouvernement de Manuel Valls et que le Parti socialiste travaillent dans la bonne direction. Alors, les lourdes défaites aux municipales et aux européennes présagent quand même des moments difficiles pour vous en 2017 pour conserver le pouvoir. Non, il ne s'agit pas de penser déjà à 2017. C'est vrai qu'il y a encore des échéances, les élections départementales en 2015 et les élections régionales la même année. Et puis après, on pensera au présidentiel de 2017. Mais nous en sommes loin, c'est 2 ans et demi. Moi, je ne m'intéresse pas aux sondages. Je m'intéresse à ce que nous faisons, ce que nous proposons, et aussi au fait qu'il faut convaincre les Français, et je pense que c'est possible. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent à l'élection présidentielle, ça c'est peut-être l'UMP, qui a déjà plusieurs candidats, mais c'est une très mauvaise façon de faire de la politique. Dès qu'il y a une élection présidentielle, on se projette vers la future, et les Français, ils n'aiment pas ça du tout, ça ne les intéresse pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la rentrée de M. Sarkozy a été ratée. C'est que tout le monde sait qu'il revient, non pas pour conquérir l'UMP, il veut un marchepied, mais surtout il pense à 2017. Or les Français n'ont pas du tout envie qu'on leur parle en ce moment de 2017. Voilà. Et donc M. Sarkozy est en voie d'échec. Oui, justement, monsieur le député, les députés, les populations, le peuple n'a pas envie d'attendre qu'on leur parle d'élections de 2017, mais en même temps, ils ont des aspirations que le Parti socialiste n'arrive pas à honorer. Ils ont des problèmes qui sont immédiats. Il y a besoin de résultats, vous avez raison. Les Français constatent que le chômage a augmenté, que le pouvoir d'achat est plutôt en berne, et qu'un certain nombre de choses ne fonctionnent pas bien. C'est tout cela à quoi s'est attelé le gouvernement de Manuel Valls, avec des ministres de très grande qualité. Je pense au nouveau ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui, dès hier, a fait des propositions très précises, très concrètes. C'est ça qui intéresse. Mais qui défait aussi la chronique. Voilà. Avec, oui, mais ça, oui, on dit qu'il est libéral, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quelle école de pensée, quelle provenance, quel était son métier d'avant. Ce qui m'intéresse, c'est de constater, je ne le connaissais pas, qu'il est excellent, qu'il est remarquable, et qu'il fait des propositions concrètes, et qu'il intéresse l'opinion publique. Excellent voilà. Au point de toucher au problème du chômage, jusqu'à ce point? Là, les résultats, il faut les avoir. Et c'est peut-être une question de patience aussi. C'est vrai que ça s'est dégradé. Il y a une conjoncture qui n'est pas française, qui est européenne, qui est mauvaise. Et le devoir du gouvernement français, c'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis que Manuel Valls est ici, c'est de s'adresser à l'Europe, de s'adresser à l'Allemagne, et de dire qu'on ne peut pas rester avec le seul objectif de baisse des déficits et l'absence de croissance en Europe. Vous avez vu aujourd'hui que l'Allemagne elle-même est touchée, que les Allemands se posent des questions
sur la politique de Mme Merkel. Donc je pense qu'avec nos amis italiens, avec un certain nombre de pays qui ont les mêmes problèmes que nous, je pense à la Suède, je pense à tous les sociodémocrates qui sont en train de se rassembler, il y a moyen de faire bouger l'Europe. Parce qu'on ne pourra pas avoir des résultats en France si on ne fait pas bouger l'Europe dans le sens de la croissance, dans le sens de l'investissement et dans le sens des grands travaux. Merci, monsieur le député. On va revenir au sujet de notre présence ici, l'Afrique. Et vous étiez en 2013 au Mali et en ce moment, vous étiez le président de la commission des affaires étrangères. Vous avez conduit une délégation, je crois bien, si je ne m'abuse. Et là, vous aviez dit, et je vous cite, « Aujourd'hui, Bamako est une ville vivante où l'activité et la circulation sont formidables et en même temps très sécurisées avec la présence de l'armée française, bien sûr. » Fin de citation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours dire la même chose? J'ai été 5 fois au Mali depuis la crise. En gros, le départ du président ATT, tout ce qui a suivi, l'intérim du président Traoré, les attaques d'AQMI, l'intervention de l'armée française. J'y suis allé 5 fois avec mon collègue Pierre Lelouch, dans le cadre d'une mission que nous conduisons sur la sécurité globale en Afrique. J'étais président en 2002 jusqu'en 2002, donc j'agis pas en tant que président, mais j'agis en tant que député. C'est passionnant pour l'Afrique. Ce que je constate, c'est que le Mali va mieux, mais que les problèmes de sécurité, voire de terrorisme, ne sont pas encore résolus, et que c'est dans le nord qu'il y a encore des inquiétudes, dans les 3 grandes capitales qui ont été libérées, Gao, Tombouctou et surtout Kidal. Donc il y a encore des menées terroristes, des tentatives de déstabilisation, mais vous savez que la question du Mali ne se règle pas simplement par des moyens militaires, mais c'est une question hautement politique. Il y a eu des médiations très utiles, comme celle du président Compaoré. Il y a aujourd'hui une négociation qui se déroule à Alger, avec des médiateurs, les autorités algériennes, bien sûr, mais l'Union africaine, l'ONU, la France et d'autres, la CEDEAO, qui s'efforcent de trouver des solutions politiques pour que les rapports entre les populations du nord du Mali et du sud du Mali soient des rapports qui fassent progresser le Mali, avec évidemment la nécessité de sécurisation, de développement, mais aussi le respect de la laïcité, le respect des frontières telles qu'elles existent, certes une décentralisation, voire une progression dans la régionalisation, mais l'intégrité du territoire malien. Tout ça va dans le bon sens. Ça sera encore très long, très difficile, mais nous avons obtenu, les Maliens ont obtenu des résultats, et c'est vrai qu'à Bamako, les choses vont beaucoup mieux que les jours où j'ai connu, enfin moi j'étais là lorsque le président intérimaire Traoré a été agressé à coups de marteau dans son palais. J'étais sur place et à ce moment-là, la population de Bamako vivait des heures terribles. La population de Bamako a applaudi François Hollande quand il est arrivé au Mali. Est-ce que vous pensez toujours que la lune de miel entre le Mali et la France est toujours au beau fixe? Est-ce que... J'étais présent lors de l'investiture du président Keïta. Le président Idriss Déby a été très applaudi. Le président Hollande très applaudi, le roi du Maroc et tous ceux qui étaient là. La France, par l'intermédiaire de son armée, a sauvé le Mali à un moment crucial. C'est pas moi qui le dis, c'est pas François Hollande qui le dit, ce sont les Maliens qui le disent. Alors qu'il y ait des rapports et une suite dans cette longue histoire qui ne sont pas toujours au beau fixe, qu'il y a parfois des divergences d'appréciation. Mais vous savez, j'ai entière confiance dans la relation franco-malienne parce que la doctrine française de la nouvelle politique africaine de la France, c'est ce qu'avait un peu défini François Mitterrand au discours de la Baule et ensuite Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. C'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est non-ingérence. Ce sont aux Africains de régler leurs problèmes et pas la tutelle de je ne sais quel pays, fussent-ils des amis. Non-ingérence, non-indifférence. C'est-à-dire quand les Africains ont vraiment besoin de nous, il faut que nous répondions présents. Ils ont besoin de nous, par exemple en ce moment, pour
Ebola. Ils ont besoin de nous encore pour des raisons sécuritaires et on y est resté avec un nouveau dispositif. Ils ont besoin de nous en matière de développement, mais pas seulement de nous. Ils ont besoin de l'Europe. Et l'Europe a besoin de l'Afrique. Donc c'est ces rapports d'égalité, de respect, qui n'étaient pas du tout le cas, par exemple, à l'époque de M. Sarkozy, que nous nous efforçons aujourd'hui de conduire. Alors il peut y avoir encore une fois des différences, des divergences, mais la ligne générale, c'est l'amitié franco-malienne, et c'est le respect mutuel, et c'est l'engagement de la France pour que le Mali se sorte vraiment des difficultés qu'elle a rencontrées, qui ont pesé sur la vie quotidienne des Maliens. Non-ingérence, mais on soupçonne... Non-indifférence aussi. Et non-indifférence aussi, mais on soupçonne la France d'avoir imposé en Centrafrique la nouvelle présidente intérimaire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Écoutez, la situation que nous avons trouvée là encore en Centrafrique était pire, bien pire que celle du Mali. C'est un pays qui était menacé de disparition. Il y a eu, vous le savez, des affrontements absolument terribles. Donc il fallait bien trouver des solutions. Ça ne pouvait pas être celui qui s'était livré à un coup d'État, malgré tout, malgré les mérites qu'il a eu ensuite d'essayer de tenir les choses à Bangui. Je veux parler de monsieur... Diotodia. Voilà. Et donc il fallait bien quelqu'un de neutre ou quelqu'un qui fasse preuve de bonne volonté. Oui, mais est-ce que la présidente, excusez-moi, est-ce que la présidente actuelle était la bonne personne? Est-ce qu'il ne fallait pas laisser au peuple décider? Écoutez, le processus électoral, il doit avoir lieu. Et nous avons fait en sorte qu'il soit plutôt accéléré par rapport à un calendrier que Michel Djotodia avait fixé de manière beaucoup trop longue. Et donc, cette consultation présidentielle pour les Centrafricains aura lieu. Il faut qu'elle ait lieu. C'est le discours de la France. Mais en l'état actuel des choses, tout est à faire. Sécurisation, ensuite rétablir les cartes d'identité, les cartes d'élection, etc. Et contrôler l'ensemble du pays, s'agissant de ceux qui s'acharnent à ce que ce pays soit sécurisé. Et évidemment, arriver à un processus électoral qui ne soit pas trop lointain. Mais en attendant, je vous garantis que la présidente intérimaire a fait le maximum avec beaucoup de courage, dans la situation dans laquelle elle est arrivée à la présidence. Le président François Hollande était en Côte d'Ivoire récemment, et là-bas, vous connaissez un peu la situation. Si ce n'est pas le cas, je vais vous le dire, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo sont toujours harcelés par la justice. Beaucoup d'entre eux sont en exil, mais le président François Hollande a dit là-bas que tout allait bien. Comment on peut expliquer ce discours? Je ne suis pas sûr qu'il ait dit exactement ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Moi, ce n'est pas mon point de vue, après tout. Les choses... la Côte d'Ivoire est repartie du point de vue économique. Ça, c'est clair. Mais il y a encore ces coupures, ces méfiances, les suites d'une période extrêmement douloureuse, extrêmement délicate, qui a navré tous ceux qui aiment ce pays, ce grand pays. Aujourd'hui, moi, je n'ai qu'un terme. J'en ai parlé au président Hollande. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, à la fin du mois d'octobre, se rend à son tour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il ira d'ailleurs aussi au Cameroun et au Tchad. Et je lui ai dit la même chose. Il n'y a qu'un mot possible pour sortir de cette crispation politique très forte. C'est le mot réconciliation. Je l'ai dit lorsque j'ai rencontré ici même, dans les locaux de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président Soro. Il n'y a qu'une direction possible, la réconciliation. Faire ce que beaucoup ont fait après des crises beaucoup plus graves. Je pense à la crise sud-africaine, je pense au rapport franco-allemand, si je veux remonter très loin. Réconciliation. Tous les Ivoiriens doivent avoir ce mot à l'esprit, à commencer par leurs dirigeants, quel qu'ait été leur camp, leur choix passé. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, la réconciliation est loin d'être acquise. Mais il faut qu'elle Elle est loin d'être acquise. Je vous ai cité tout à l'heure le cas des prisonniers politiques. La France, qui est un état de droit, pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas? Pourquoi elle est si inaudible concernant ces prisonniers politiques? Et si je vous parle, c'est qu'elle n'est pas inaudible. Moi, si j'allais là-bas, je dirais exactement la même chose. Je suis sûr que le président Bartolone
va employer ce mot de réconciliation. C'est la seule voie possible. Ça veut dire effectivement faire en sorte qu'on essaye de traiter les gens de manière équitable, quel qu'ait été le passé. Moi, vous savez, j'ai jamais plongé dans un choix plutôt qu'un autre. J'ai simplement vu le spectacle d'élections qui n'étaient pas conformes aux normes habituelles, c'est-à-dire qui puissent faire en sorte qu'après le verdict, on puisse dire ça a été, c'est transparent, etc. Bon, donc moi, je ne veux plus revenir en arrière. Je ne veux plus revenir en arrière. Je dis à mes amis ivoiriens que je rencontre beaucoup à Paris, y compris des partisans du président Gbagbo, regardez devant vous, parlez en termes de réconciliation, adressez-vous à vos frères, discutez ensemble, voyez quel est l'intérêt général, voyez ce qu'on peut faire ensemble pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays formidable. Voilà. Donc moi je ne veux plus regarder dans le rétroviseur, c'est terminé. Merci, vous ne voulez pas regarder dans le rétroviseur, mais le véhicule avance. Et aujourd'hui, 4 ans après la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, celui que vous avez nommé tout à l'heure, l'ancien dirigeant ivoirien, est détenu à la CPI. Qu'est-ce que vous pensez de la CPI? La CPI est une très grande idée. L'un de ses promoteurs est quelqu'un que j'admire profondément, puisqu'il s'agit de Robert Badinter, qui, vous le savez, a aboli la peine de mort dans notre pays. C'est une très grande idée. Malheureusement, la CPI est une instance judiciaire qui a d'énormes défauts. Elle est partiale, elle ne s'intéresse qu'à certains continents et pas à d'autres, elle est sélective, de manière inéquitable évidemment, et elle est en plus, elle a tous les défauts des pires juridictions, c'est-à-dire la longueur des procédures, des instructions. C'est effroyable. Bon. Alors, elle a le mérite d'exister, mais il faut en corriger ses défauts majeurs. Pour le reste, je ne me prononce pas. Je vous répète que je ne veux pas regarder en arrière. Merci, honorable. On va parler aussi de Boko Haram. Boko Haram, l'organisation terroriste qui a presque pris l'Afrique de l'Ouest en otage. Un sommet s'est tenu ici pour dégager des pistes, des solutions. Malheureusement, on est toujours au point de départ. Les jeunes filles qui avaient été enlevées au Nigeria sont toujours détenues. Boko Haram continue à frapper les frontières. Qu'est-ce que la France peut faire pour aider l'Afrique de l'Ouest? Votre constat, est hélas juste et triste. La France fait le maximum. Il y a eu cette conférence de l'Élysée. La bonne volonté de toutes les parties prenantes. D'abord, il ne faut pas dire Boko Haram touche toute l'Afrique de l'Ouest. Non, le Boko Haram sévit essentiellement au nord du Nigeria et déborde un peu au-delà de certaines frontières. On l'a vu au Cameroun, par exemple. La volonté du président Biya, la volonté du président du Nigeria est qu'on combatte Boko Haram. Mais évidemment, les dispositifs militaires nationaux, locaux, font que c'est pas si facile que ça et c'est pas si clair que ça. Donc il faut, vous savez, Boko Haram, c'est une secte épouvantable qui agit avec des méthodes terroristes et donc il faut la combattre telle qu'elle est. Et pour cela, il faut pas évidemment agir en solitaire. Il faut évidemment une grande une coalition qui... beaucoup de solidarité, vous voulez dire? Beaucoup de solidarité. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans le combat contre le terrorisme, que nous menons, nous, par exemple, au nord Mali, au nord Niger, dans la bande sahélo-saharienne, que nous menons contre l'État islamique Daesh dans la région d'Irak et de Syrie, ce combat contre les pires méthodes terroristes, abominables. Vous avez vu les décapitations. Vous voyez comment procède Boko Haram. On a vu comment procédait AQMI ou les bandes qui sont finalement intervenues, y compris en Algérie, avec l'assassinat de notre ami guide de montagne en Kabylie. Donc tout ça est abominable. Et il faut une grande concertation. Il faut aussi convaincre ceux qui sont tentés par
cette espèce de démarche suicidaire du djihadisme menant aux terroristes, une grande force de conviction et de pédagogie pour démonter tout ça. Nous y travaillons. Il y a une loi qui a été votée en France à l'Assemblée nationale pour lutter contre le terrorisme. Il y a la mobilisation de l'armée française, je vous l'ai dit, avec d'autres au Proche-Orient et notamment avec les Américains, mais d'autres, l'Australie. Il y a aussi ce que nous faisons, encore une fois, et de manière salutaire, au nord Mali et au nord Niger. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, oui. Et pour lequel j'ai posé déjà pas mal de questions ici, c'est la mollesse. J'allais employer un gros mot, je n'irai pas jusque-là, j'allais dire lâcheté de l'Europe. L'Europe n'est pas au rendez-vous. L'Union européenne est défaillante dans son processus d'organisation pour aboutir à ce qu'elle se joigne aux autres pays. Et aussi dans le peu de mobilisation qu'elle permet pour que d'autres que la France participent à cette action vitale de lutte contre le terrorisme et contre le djihadisme criminel. Et là-dessus, il va falloir que la nouvelle commission, que la nouvelle chargée des affaires étrangères de l'Europe, vous savez que c'est une Italienne qui succède à une Britannique, que nous agissions de manière beaucoup plus forte. Moi, j'en ai assez qu'on s'adresse toujours à la France et qu'ensuite on critique la France parce qu'il y a qu'elle qui agit. Alors, j'ai dit les pays qui nous avaient rejoints, mais s'agissant de l'Europe, moi j'ai envie de taper un grand coup sur la table et dire à tous nos amis européens, à commencer par les Allemands, à commencer par ceux qui ont les moyens, ça suffit. Vous ne pouvez pas en même temps considérer que le terrorisme est quelque chose de condamnable et d'abominable et qui les menace eux-mêmes et dire, bah allez-y, chers Français, débrouillez-vous. Et puis, les résultats, nous en profiterons, nous. Alors bon, j'essaye de tracer un tableau un peu simpliste, mais c'est comme ça aujourd'hui qu'on le vit. Et c'est comme ça que le vivent les responsables français. J'ai hâte que l'Europe prenne ses responsabilités. Honorable, en même temps, on va parler aussi du franc CFA, cette monnaie que la France ne lâche pas du tout, qui fait que certains pays se sentent toujours colonisés. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça? Il n'y a pas de lien réel entre l'ancienne colonisation et le franc CFA. S'il y a débat, qu'il se déroule au sein des instances africaines. Encore une fois, c'est aux Africains de régler ces problèmes. C'est pas à nous. Donc, discutons-en. Il y a la CEDEAO. Mais la France pourrait, par exemple, engager le débat, puisque c'est elle qui est accusée. Comment elle est accusée? Elle est accusée d'avoir une pas sur les pays africains à travers la monnaie. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un contresens. Il faut que les initiatives viennent d'Afrique. Je le répète une troisième fois, la non-ingérence, qui évidemment n'entraîne pas la non-indifférence. Justement, au nom de cette non-indifférence... C'est pas à nous de prendre l'initiative, vraiment. Moi, je ne vous cache pas que j'ai visité encore cette année 5, 6, 7 pays africains. On ne m'a jamais parlé du franc CFA. On ne m'en a pas parlé. Si vous estimez que c'est un problème majeur, eh bien c'est aux Africains de prendre les initiatives et de s'adresser à la communauté internationale, en particulier aux pays riches, au FMI, à l'Union européenne, à la France, aux banques, je ne sais quoi encore, mais c'est à eux de le faire, et de le faire avec un projet. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Ce n'est pas à nous de dire, bon, bah, on va essayer de faire en sorte d'améliorer ou de supprimer. C'est pas nous. Ça, c'est l'ancienne politique africaine de la France. C'est l'ancienne. C'est les gouvernements qui vous dictaient à vous, Africains, ce qu'il fallait faire. C'est fini, ça. C'est fini. Nous faisons confiance aux Africains. Regardez la différence entre le discours de Dakar de Sarkozy, qui est un discours absolument honteux, dont j'ai encore honte aujourd'hui, et qui devrait lui interdire d'ailleurs de revenir en politique, et le discours de François Hollande à Dakar aussi.
Les Africains, justement, parlant de ces deux passages, n'ont perçu aucune différence parce que dans les faits, rien n'a changé. Bah, écoutez, alors, on a toujours le sentiment, excusez-moi. Écoutez, monsieur, là, franchement, sur l'homme africain qui n'a pas retenu enfin, sur les donneurs, les 26 pages de donneurs de leçons de M. Sarkozy, rien n'a changé. Je répète que la nouvelle politique de la France, c'est le fait de ne pas avoir une cellule africaine à l'Élysée, par exemple. On a mis 2, 3 personnes qui s'occupent modérément de tout ça, parce qu'il faut bien un conseiller, mais c'est pas du tout, autrefois, les cellules de M. Chirac, les Focard, etc., ou ceux qui lui ont succédé. C'est, je le répète, une façon de dire en permanence aux Africains, et chaque fois que j'y vais, je leur dis aussi, réglez vos affaires, faites-nous des propositions, organisez-vous entre vous. Il faut qu'une montée en puissance de l'Union africaine, il faut une montée en puissance de la CEDEAO, peut-être les aider d'ailleurs pour cela, mais ça n'est pas à nous de dicter, ni même de donner des leçons, ni même de donner des conseils aux Africains, c'est à eux de prendre leur destin en main. C'est la meilleure idée qu'on puisse porter vers l'Afrique, avec laquelle nous aurons forcément des liens formidables, parce que l'Afrique, il n'y a que la Méditerranée qui nous en sépare, et on sait très bien que le pont existe de manière merveilleuse, et il y a l'histoire, ça il ne faut pas tirer un trait sur l'histoire, mais encore une fois, aujourd'hui, en nous projetant vers l'avenir, c'est aux Africains de régler leurs problèmes, leur destin, sur tous les plans. Sur la démographie, par exemple. C'est pas à nous de leur dire il faut arrêter dans tel pays de faire 7 enfants par femme, en moyenne. Bon, c'est pas à nous de le dire. Mais on peut en discuter, faire un constat, et dire comment on fait. Et on pourrait prendre 1000 sujets comme cela, y compris le franc CFA dont vous me parlez, et dont j'ai jamais entendu parler en Afrique depuis quelques mois, par exemple. Sur le plan judiciaire, par exemple, vous parlez de la démographie et autres, et c'est presque par ça qu'on va conclure. Sur le plan judiciaire, par exemple, on s'étonne que la France ne soit pas suffisamment audible, je vais le répéter, dans cette crise ivoirienne où on a le sentiment qu'il y a les bons d'un côté et les mauvais d'un côté. Écoutez, la CPI, on ne va pas aller donner des leçons à la CPI. On ne peut que regretter ses défaillances, ses insuffisances, sa sélectivité. Mais pour le reste, on n'est pas là pour faire des leçons. Vous savez, le pays donneur de leçons, je crois que ça suffit. On peut donner des conseils. Moi, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui m'ont dit est-ce qu'il faut qu'on fasse un Sénat chez nous? Bon, je leur dis écoutez, là encore, c'est à vous de décider, c'est à vous de juger, le pour, le contre. Si vous me demandez à moi cette question, je lui dis non, ça ne sert à rien, le Sénat. Ça ne sert à rien. Chez nous, d'ailleurs, le général de Gaulle avait eu raison de dire qu'il fallait fusionner le Sénat avec le Conseil économique et social. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Et voilà, bon, je vous donne cet exemple. On peut en prendre 20, 30, 40. On discute avec les Africains. On échange les bonnes pratiques des uns ou des autres. Merci honorable. On va terminer par Ebola, qui s'est presque invité sur tous les continents désormais. Et la France, on ne l'a pas encore senti en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, où la maladie sévit, on n'a pas encore senti vraiment la main de la France. Est-ce qu'il y a un programme qui est prêt pour aider les Africains qui sont débordés? Mais franchement, je ne comprends pas votre question. Comment vous... Oui, on souhaite que la France aide les pays africains qui ont des difficultés. Mais votre question, on est franc, on est entre nous, c'est une provocation? Non. C'est une préoccupation. Que fait la France en Guinée? La France a été choisie par le système OMS, Nations Unies, pour intervenir spécialement dans l'un des 3 pays les plus touchés. Alors, vous savez, Sierra Leone, Libéria, Guinée. On ne peut pas tout faire, donc on s'occupe beaucoup de la Guinée. On s'en occupe à la fois sur le plan sanitaire par rapport à notre organisation à Paris et par rapport aux magnifiques ONG comme Médecins sans frontières que nous avons reçus 2 fois, encore hier, pour discuter de la gravité de cette question, de la manière de faire, et que nous ont dit hier les gens de Médecins sans frontières. Ils nous ont dit la France fait son travail, mais la situation est pire que ce qu'on pouvait imaginer. Donc il faut qu'elle en fasse plus. Mais il faut que l'Europe intervienne. Là encore, que fait l'Europe? Pourquoi la France seule? Pourquoi on fait appel qu'à la France? Franchement. Et que fait l'Europe là-dessus? L'ONU agit.
l'ONU et les alertes du secrétaire général Ban Ki-moon, de l'OMS. Mais maintenant, par rapport à des systèmes de santé défaillants, qui sont ceux des 3 pays les plus touchés, il faut effectivement intervenir. Et il faut aussi beaucoup de prévention, vous le savez très bien. Alors, la prise de conscience occidentale, pour parler large, a été trop tardive. J'en conviens parfaitement avec vous. Trop tardive. Y compris d'ailleurs dans les grands laboratoires, dans les grandes industries pharmaceutiques qui d'habitude réagissent plus vite parce qu'elles ont peut-être sous-estimé la gravité, la possibilité d'extension de l'épidémie. Aujourd'hui, ces laboratoires, ce sont pas ces grandes usines pharmaceutiques, ce ne sont pas des gens qui travaillent comme ça sans évidemment intention financière. Hein. Mais je crois qu'il y a sur le vaccin, sur le traitement, sur les médicaments, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai 2 grandes entreprises pharmaceutiques dans ma circonscription qui travaillent sur le sujet avec ardeur et avec déjà des résultats. Alors, pour vous répondre, on a réagi trop tard, mais aujourd'hui, l'engagement est très fort. L'engagement américain aussi était trop tardif, mais à son tour, l'engagement américain est très fort, et donc on va continuer. Il reste que l'Europe, une fois de plus, doit être au rendez-vous et ne doit pas rester assoupie devant une question qui la concerne tout entière. Vous savez, malheureusement pour Ebola, il n'y a pas de frontières. On le voit bien. Et donc, c'est tout le monde qui doit se sentir concerné. Mais je vous assure que ici même, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de semaine aujourd'hui au cours desquelles nous n'avons pas des confrontations, des questionnements au gouvernement, des réunions, je l'ai dit, 2 fois Médecins sans frontières, chez nous, ici. Et donc, on agit, il faut agir, et il faut éradiquer le plus vite possible cette cruelle épidémie. Merci, monsieur le député. Téléspectateurs d'Event News TV, nous étions avec le député François Loncle, qui nous a reçus ici au Palais de Bourbon. Merci pour votre sollicitude et on se dit au revoir, très chers téléspectateurs, pour un prochain numéro de En toute vérité. Merci.